Bonjour Hafid Kafaïti. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Aujourd'hui, le 20 juin 2024, nous sommes au marché de la poésie, près du marché de la poésie. C'est Saint-Sulpice, comme on dit, 41e édition du marché de la poésie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qui est Hafid Kafaïti? C'est un peu difficile, beaucoup de choses. Je suis Hafid Kafaïti, je suis algérien. J'ai beaucoup vécu aussi à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé en Europe, beaucoup en Grèce principalement, ces dernières années en Espagne et autres pour notamment des projets poétiques. De formation, je suis universitaire, spécialisé en littérature comparée et littérature francophone. J'ai longtemps enseigné en Algérie à l'université de Bel Abbès, à l'université d'Oran. J'ai ensuite enseigné dans des universités américaines, françaises, allemandes, etc. Et la poésie et la musique ont toujours été présentes chez moi depuis très jeune. En fait, j'ai commencé par la chanson. Et comme je suis de formation bilingue, en fait, je suis angliciste à l'origine, donc j'ai écrit mes premiers textes en anglais, ensuite d'autres textes en français, quelques-uns en arabe dialectal. Et donc au fil du temps, je me suis concentré sur ma carrière, mon travail, ma recherche universitaire. Mais j'ai travaillé avec beaucoup d'écrivains, de poètes, notamment Kateb Yassine, Rachid Mimouni, Rachid Boujedra, Assied Djebar, et d'autres. Et je suis revenu à la poésie du fait de la guerre civile en Algérie dans les années 90. Kateb Yassine avait dit « Je n'aurais pas écrit Nejma s'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie ». Dans mon cas, je ne serais peut-être pas venu à la poésie comme je suis revenu à la poésie s'il n'y avait pas eu la guerre civile en Algérie. Donc ça a commencé comme ça. Et depuis, la poésie est devenue mon activité principale. À ce jour, j'ai publié 7 recueils. Il y en a 2 qui sont en voie de publication pour cet automne. J'ai publié une trilogie. La première, c'était La gorge tranchée du soleil, Le retour des damnés et La tentation du désert. Ensuite, aux éditions Almanar, j'ai publié Les braises de l'aube, Survivants de la défaite et Les trains éblouis. Dans ce travail, il y a une collaboration avec des peintres, avec des artistes, où le poème dialogue avec l'œuvre d'art. Pour moi, la poésie n'est pas une occupation. Pour moi, la poésie est un engagement. J'aime bien citer cette phrase de Leonard Cohen que j'ai eu le plaisir de connaître aux États-Unis. Il disait « La poésie n'est pas une occupation, c'est un verdict ». Et pour moi, c'est en même temps une ascèse. Elle participe d'une activité permanente, participe d'un combat non seulement intérieur, mais aussi social et politique. Et où l'un n'exclut pas l'autre, parce que la dimension sociale et politique n'exclut pas la dimension métaphysique, philosophique. Et chez moi, généralement, elles vont ensemble et cela se traduit dans les poèmes. Il n'y a pas une séparation étanche de ces 2 dimensions dans les textes. Par le plus grand du hasard, peut-être, j'ai eu des cycles. Le premier cycle était un cycle de textes plutôt poétiques, parce que cela avait trait à la guerre civile en Algérie. Ensuite, en tant que pratiquant depuis très longtemps du bouddhisme zen, j'ai aussi travaillé et publié des textes qui sont très proches de cette perspective. Un grand nombre d'entre eux ont été écrits dans des monastères dans lesquels je séjournais.
Et à nouveau maintenant, je suis en train de travailler. Il y aura 2 livres. Il y en a un qui est apparu, qui s'appelle Le baptême d'Ulysse ou Après la Méditerranée, qui sera suivi en automne par Retour de Lesbos. Et le 3e, L'épreuve de l'île, l'année prochaine aux éditions Almanar. C'est une nouvelle trilogie sur la situation des migrants à travers la Méditerranée, sur la base de ma propre expérience de traverseur, je ne sais pas si on dit ça, de frontières. J'aime pas utiliser trop le mot exilé, mais bon, il dit ce qu'il dit. Et c'était pour moi une nécessité aussi de parler de cette réalité incontournable de notre temps. Donc ça va être une 3e trilogie autour de ce sujet. Je suis allé faire du volontariat sur l'île de Lesbos dans les camps Moria Camp et Karatepe, dans lesquels j'ai parlé avec les migrants de la même manière à Paris, pareil, lors de rencontres. Et j'ai voulu mettre l'expérience, le vécu de ces gens dans mes textes, enchevêtré avec ma propre expérience transnationale, transculturelle, au-delà des frontières. Donc c'est là où j'en suis en ce moment. Ils seront suivis par des textes à nouveau à caractère plutôt philosophique, plus personnel, plus intérieur dans les années qui suivent. Ce sont des textes qui sont déjà écrits, ils sont en voie de préparation pour la publication. Et maintenant, chaque fois que cela m'est offert, chaque fois que c'est possible, je participe à des événements poétiques, des lectures, des récitals. Je joue aussi de la guitare, donc j'ai mis des textes en musique. Et puis, la poésie occupe une place centrale dans ma vie. Mais quand je dis dans ma vie, c'est pas dans ma petite vie personnelle à moi tout seul, mais dans la vie avec les autres et pour les autres. Parce que la poésie, pour moi, est du mode, elle participe du lien. Comme disait Édouard Glissant, elle participe de la relation au tout monde. Et nous ne sommes pas séparés, nous ne pouvons pas être séparés, contrairement en particulier dans le contexte actuel en France et en Europe, de confrontation, une idéologie de l'exclusion. Il faut rappeler la phrase fondamentale de John Donne, « No man is an island ». Aucun homme n'est une île. Et nous sommes tous ensemble embarqués dans le même destin et confrontés aux mêmes réalités. Et comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Est-ce que j'ai une approche poétique? Je ne sais pas. Bien sûr, parce que tout poète, est sérieux d'ailleurs, est d'abord un lecteur. Et dans mon cas, je n'ai pas une théorie de ma poésie, mais je sais qu'elle rencontre les perspectives de nombreux poètes. Je ne vais pas citer les poètes principaux pour moi, mais j'en ai lu beaucoup. Ce qui prime d'abord chez moi, c'est l'exigence au niveau de l'écriture. Il ne faut pas qu'il y ait un mot de trop. Il faut absolument se débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire. Ça ne veut pas dire que cela est contraire à l'inspiration. J'écris d'abord selon le moment. J'écris beaucoup en marchant d'ailleurs. Je suis un grand marcheur. Et donc c'est souvent en marchant que j'écris dans mes carnets. Et je retravaille beaucoup les textes ensuite. Je retravaille beaucoup les textes parce que il faut une exigence. La poésie n'est pas là juste pour comment dirais-je,
illustrer ou exprimer, comme on dit, des émotions du moment. C'est aussi un travail pour essayer de parler à l'autre, que le texte ne soit pas individuel. Il faut que le texte participe de la relation avec l'autre, qu'il participe de l'universel. C'est ce qui explique que la plupart de mes textes, le jeu n'est pas très présent. C'est toujours avec les autres, même quand il y a quelque chose qui m'implique, c'est avec les autres que cela est fait. J'ai eu des poètes, disons, qui ont beaucoup compté pour moi. D'abord, il y a T.S. Eliot, Yeats, parmi les Anglais. Bon, parmi les Français, Rimbaud, très important, mais aussi René Char, ou alors parmi les poètes du monde arabo-musulman, je penserais à des gens comme Mahmoud Darwish ou Adonis. Parmi les Grecs, je penserais à Cavafis et Séphéris en particulier, mais les plus grands aussi ont toujours été là. Et là, on ne peut pas oublier Homère, Shakespeare, etc. Ce sont juste des références, mais tous ces textes-là ne sont, si vous voulez, que des échos. Et ce qui compte pour moi, c'est le travail individuel sur le texte. Pour moi, le poète est une sorte de mineur. Mon père était mineur d'ailleurs, de profession. Et donc mon père travaillait la pierre, moi je travaille les mots. Le poète doit ciseler, partir de la pierre comme elle est, et la ciseler pour en faire une œuvre d'art. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je pense qu'elle est très riche comme elle l'a été depuis toujours. La poésie francophone a énormément apporté à ce qu'on appelait à l'époque la poésie ou la littérature française, à tel point que parmi les grands poètes français, vous trouvez des poètes francophones. On va évidemment citer les aînés, Césaire, Sangor, Édouard Glissant ensuite, parmi cette première génération. Et donc, moi, je trouve que la poésie francophone a cette immense richesse et contribution à la poésie, à la littérature française dans son ensemble, du fait qu'elle engage une dimension plus large de la littérature et qu'elle participe aussi par ses perspectives à la poésie universelle, parce que la poésie francophone participe de l'universalité. Elle participe de l'universalité qui transcende non seulement la littérature ou la poésie française, mais qui la transcende elle-même pour la mettre en relation avec les autres. Et aujourd'hui, c'est un archipel de poètes. Il y a des milliers de poètes francophones qui comptent, qui sont très présents dans les textes, qui sont très présents dans la scène poétique, qui sont très présents dans la culture en général. Donc pour moi, la poésie francophone est vraiment majeure. Et la poésie en Algérie, aujourd'hui? La poésie en Algérie, aujourd'hui, est une continuation de ce qu'elle a toujours été. La poésie a toujours été très, très, très importante pour les Algériens. Nos aînés, avant la Deuxième Guerre mondiale, et bien avant ça, pour nos parents qui étaient majoritairement analphabètes, la poésie faisait partie de la vie. C'était la poésie en berbère ou en arabe populaire, et c'est une poésie qui est très forte. C'est le cas, comme c'est le cas dans de nombreux pays du Moyen-Orient ou d'Asie. On peut penser à l'importance de la poésie au Yémen, par exemple, ou bien en Iran, ou bien évidemment dans tout le monde arabe. La poésie est d'ailleurs le genre principal dans la littérature arabe.
Donc pour moi et ma génération, il y a eu d'abord les poètes qui se sont inspirés de ce patrimoine maghrébin. Ensuite, il y a eu l'avènement de la littérature et de la langue française. Donc les poètes francophones se sont, comment dirais-je, inspirés, basés sur les grands auteurs de la littérature, de la poésie française. Dans le cas de Kateb, qui était le plus grand poète, ou bien Mohamed Dib, ou d'autres, Mohamed Khayreddin pour les Marocains, qui était un immense poète. Les poètes importants étaient d'abord les poètes français, Mallarmé, Baudelaire, Hugo, etc. Ensuite, s'est constitué un champ poétique spécifiquement maghrébin du fait de l'imbrication de la langue arabe ou berbère avec le français, du fait aussi de la réalité historique de ces pays. Les guerres coloniales ont aussi formé un type politique, poétique, militant, nationaliste à l'origine, mais qui n'excluait pas du tout la qualité de l'écriture qui était essentielle pour les poètes majeurs. Et cela a donné ensuite une nouvelle génération, post-indépendance, avec de grands poètes dont on voit aujourd'hui encore l'éminent exemple de Abdelatif Labi, et donc d'autres poètes, mon ami Habib Tengour par exemple, et bien d'autres, qui, ayant dépassé une phase liée à l'histoire, sont devenus simplement des poètes au sens strict du terme, c'est-à-dire des poètes qui s'inscrivent dans l'écriture, qui s'inscrivent dans l'universalité. Et en Algérie, ce chant est continué aussi par une jeune génération qui est aussi très influencée et qui, si vous voulez, se nourrit aussi de son époque, avec le slam, avec le rap, avec une poésie plutôt actée, plutôt sonore, etc. Donc la poésie est très vivante. La traduction, et surtout la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis totalement pour la traduction. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vécu dans plusieurs langues. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Ensuite, ma deuxième langue presque maternelle, c'est le français. Et troisièmement, j'ai été formé en tant qu'angliciste. J'ai fait d'abord un master en littérature anglaise et américaine avant de faire un doctorat en français. Et donc, les allers et retours entre les langues sont un phénomène tout à fait naturel. Par exemple, chez moi, à la maison, on passait de l'arabe au français dans la même phrase. Et avec mes copains étudiants, on y ajoutait l'anglais. Ceux qui parlaient allemand, y ajoutaient l'allemand. Et donc, la traduction est essentielle. Bien sûr, il y a le fameux proverbe traducteur et traiteur, que le traducteur est un traître. Oui, mais la traduction, c'est aussi une recréation. On n'est plus aujourd'hui dans la vision d'une traduction littérale au sens traditionnel comme on pouvait l'envisager, mécanique. Maintenant, il est de plus en plus accepté que la traduction est en elle-même une recréation. Et ça, on peut le faire si véritablement on connaît, on vit les deux langues dans desquelles on fait des passages. Et puis par ailleurs, elle est vitale, parce que la traduction participe du dialogue des cultures, de la rencontre des peuples. Sinon, si chacun restait dans sa langue, on ne se connaîtrait pas entre nous. Et donc, ce qui a fait d'ailleurs que mes trois premiers textes étaient bilingues. Je les ai réécrits moi-même parce que, voilà, je parle d'expérience. Mes trois premiers recueils étaient bilingues, français-anglais, parce que je pouvais commencer un texte en français et le continuer en anglais, au moment même où je l'écrivais. Et après, c'est imposé à moi la nécessité de produire ce texte bilingue.
De la même manière, j'ai fait 2 livres d'artistes chez Almanar. Le premier avec Joël Leck, le deuxième avec Rini Ferry. Et dans ces 2 livres d'artistes, mes textes sont en anglais et en français. Donc pour moi, la traduction est non seulement une nécessité, c'est aussi une pratique. C'est une pratique personnelle. Et est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui. Et pour les autres? Je pense que oui. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est la société et les choix culturels des gouvernements qui réduisent l'importance de la poésie. Pas seulement de la poésie, de la culture en général, de l'art en général, de la musique, de la peinture. Tous les enfants sont nés poètes. Les enfants sont nés poètes. Là, j'ai une très belle histoire dont je me rappelle toujours. Mon fils avait 4 ans et j'étais allé le chercher à l'école. Et on marchait à un moment donné, il y avait des nuages dans le ciel et je lui dis tiens, regarde les nuages. Il me dit non, c'est pas des nuages, ce sont des rêves à la queue leu. Alors vous imaginez, la poésie est là. Et au fil du temps, les enfants aiment la poésie, ils aiment l'art, ils aiment la musique en général. Cependant, c'est la société qui décide, déjà les parents, par obligation, qui décident de l'école, selon évidemment les pays, etc., de les former. Et c'est nécessaire, bien évidemment, de les former. Mais malheureusement, ce qui en pâtit, c'est quand même la poésie, c'est quand même l'art en général, parce que nous sommes dans une société utilitaire, nous sommes dans une société matérialiste, où les activités de l'esprit et de l'âme sont devenues secondaires, malheureusement, avec les résultats que nous connaissons. Et je pense que un retour à plus d'art et plus de poésie, plus de musique, contribuerait à une amélioration de la situation de l'humanité et de notre vie sur cette terre que nous sommes en train de détruire, et processus par lequel nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Et tu viens au marché de la poésie, tu viens aussi, d'ailleurs tu étais invité l'année dernière au festival de Voix Vive à Sète. Et ce sont deux événements importants en France, dans la poésie française. Est-ce que tu peux nous dire tes impressions à propos des deux? Moi je dirais que ce sont des événements absolument essentiels. Ils sont essentiels. Heureusement, en France, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'associations, il y a aussi des médiathèques qui font vivre la poésie. Cependant, le marché de la poésie et le festival de Sète sont les plus importants. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont parmi les plus importants pour de multiples raisons. Ce sont d'abord des lieux de rencontre entre les poètes, les artistes et les lecteurs, le public en général. Ce sont aussi des lieux de rencontre avec les éditeurs, etc. Ce sont aussi des lieux où les poètes peuvent faire vivre leurs textes, peuvent faire aussi connaître leurs textes, où les poètes se rencontrent aussi entre eux, où se tissent des liens, où des projets se développent. C'est aussi une magnifique opportunité pour partager, pour en même temps faire connaître son travail. C'est aussi une excellente chose pour les jeunes, même pour les jeunes qui n'ont pas encore publié, parce qu'ils peuvent voir comment les choses se passent, ils peuvent parler avec les gens et être encouragés dans ces projets, cette entreprise. Donc pour moi, c'est aussi un élément très important pour ces
ces deux activités. Mais quand même, les deux ils sont un peu différents, n'est-ce pas? Une qui est marché, l'autre qui est un peu, comment dire, festival. Donc, ce ne sont pas les mêmes buts, en fait. Oui, ils sont différents aussi. Bon, Sète se déploie à travers la ville et sur les barques même. Sète a une dimension beaucoup plus large avec des concerts musicaux. Il y en a aussi ici, mais ils sont plutôt plus poétiques. Mais par exemple, systématiquement à Sète, il y a aussi des chanteurs importants qui sont invités. L'avant-dernière fois, il y avait eu Paco Ibáñez, il y avait eu Sappho, ensuite Catherine Ringer pour les dernières années. Par ailleurs, ça se passe dans toutes les parties de la ville, et c'est là où c'est vraiment important, parce que le festival de Sète épouse la vie de la ville et au-delà. Ici, il y a une concentration, c'est un marché de la poésie, mais c'est un marché aussi important où il y a des lectures, où il y a des entretiens, où il y a des scènes poétiques, il y a des tables rondes, en même temps une possibilité pour les éditeurs de faire connaître leur parution, etc. Et par ailleurs, il y a aussi une ouverture qui est aussi, ce qui est aussi le cas pour Sète, sur la poésie internationale, avec l'invitation chaque année de poètes de pays différents. Merci beaucoup. Merci. Donc ça, c'est le premier recueil. Donc La gorge tranchée du soleil, bilingue, aux éditions L'Harmattan au début. Tu as écrit en anglais et en français? Oui, ça c'est le retour des damnés. Ensuite, ça c'est La tentation du désert, mais dans sa version italienne. Les 3 premiers livres ont été traduits en Italie et primés. Ensuite, nous avons les Braises de l'aube, premier livre publié aux éditions Almanar, avec des peintures de Joël Leck. Ensuite, Survivant de la défaite, avec des calligraphies de Rachid Qureshi. Et finalement, Les Treintes éblouies, avec des œuvres de Rini Ferhi. Il y a un livre qui est paru aujourd'hui, Le baptême d'Ulysse après la Méditerranée, mais que je n'ai pas avec moi maintenant. Alors, le premier texte s'appelle Les îles. Les îles, en arabe, c'est l'Algérie. Le mot pour désigner l'Algérie, c'est les îles, Al-Jazair. Il n'y a point d'île ici, alors que la mer est immense. Le pays porte à peine nom des terres qu'il habite. Il n'est point de doute sur les traces des assassins. L'étouffement sans fin des pas feutrés de l'histoire. Il n'est pas d'homme possible là où la rue délaisse son chagrin. L'arbre son tronc, le ciel ses cadavres. Nous marchions vers un passé éteint, main dans la main, de marcheurs sans passé. Lumière d'Afrique. Ô lumière d'Afrique, je ne te retrouve plus que dans les quartiers de Paris, les rues de Montréal, les métros de New York, les ports d'Athènes, la misère des îles, le brun du rire, le noir du bonheur, le mélange de ce que j'aime. Nostalgie des fleuves qui nous ont vomi de neige, chacun chargé de contes et d'histoires, partageant avant tout la faim, la peur, la révolte, la haine, le goût amer de la trahison. Déplacé chaque jour, SDF, le ventre vide ou logé, nourri, le cœur lourd, malgré nos mots et nos manières, nos vêtements ou nos salaires. Nous ne sommes que des fantômes, des errants sur les chantiers battus du Nord. Au sud du Sud, dans le désert, le temps est un luxe. Seuls ronces et cactus, à chaque rayon, se libèrent.
j'ai dormi chez l'étrangère, celle qui, habillée de musc et d'ambre, refuse la lumière de sa bougie, le parfum de sa peau. Depuis la mort de la ville, il est une règle à laquelle même les rebelles se plient. Point de mensonge chez la femme qui emprisonne le sable en sa demeure sur la nécessité de rester algérien. Je suis né en berbère. Je sens en arabe. Je pense en français. Je travaille en anglais. Je chante en espagnol. Je me rappelle en latin. Je transmets en grec. Je partage en hébreu. Je m'interroge en sanskrit. J'espère en américain. Je m'assois en zen. Je communique en nandi. Je parle toute langue. Je ris avec toute voix. Je saigne en silence. J'aime par chaque mot. Conçu en multiples. Je vis en algérien. Je meurs en humain. Alam. Chaque mot écrit, un baiser volé en silence. Toute phrase sculptée, une plante rebelle à l'absence. Le moindre texte bâti, un bouquet dans la gueule de l'hiver. L'encre et le qalam, perles dans le sable, psaume sur les lèvres de la paix. Soit de nuit, ayant épuisé le point et le cercle, quitté les temples et les idoles, je reviens à ton souffle, habité par ton regard, marqué de ton sceau. Libéré des symboles et de leur ombre, j'embrasse le mystère et la source. Les cieux redeviennent disciples et j'en oublie la lumière et le feu. Et j'en oublie la lumière et le feu dans la paume de ta main, notre histoire et tes yeux, la soie de la nuit. Corps éblouis, ton corps est saint. Le damné comme moi y chante et réside, et chaque jour est miracle. Je viendrai par tes lèvres, porte de lumière où naissent ton parfum et mes mots. Je voguerai par l'infini de tes gestes, cieux, terre, océans et forêts, où se couvrent les perles, se découvre ta peau. Que les dieux m'aident et leur feu me soutiennent, depuis que je confonds ton amour avec leur temple. Merci beaucoup. Merci. Cher Hafid, après Paris 2024, nous sommes à 7 2024, on complète ta vidéo. Donc il y avait une partie que nous a manqué, c'était ton casquette musicien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce casquette? Ah oui, en fait, j'ai écrit des chansons avant d'écrire des poèmes. Quand j'étais jeune, donc bien évidemment j'écoutais, je lisais les poètes, mais j'écoutais aussi beaucoup des chanteurs, un peu de ma génération. Et puis j'étais très très sensible à la musique, très 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 jeune, et donc je me suis essayé, j'ai commencé à apprendre la guitare avec des amis. Je suis allé au conservatoire pour apprendre à jouer un instrument. On m'a dit qu'il fallait que je fasse du solfège pendant 2 ans. Donc j'ai laissé tomber et je suis allé apprendre la guitare directement avec des amis. J'ai appris à lire la musique plus tard. Bon voilà, donc j'ai mis donc des textes en chansons et puis même si j'ai eu une carrière d'universitaire et depuis
toutes ces dernières années, je publie plutôt de la poésie. Je n'ai jamais arrêté d'écrire des chansons, de chanter des chansons pour des amis. Je fais quelques récitals et il y a aussi des chansons qui ont été enregistrées au studio et donc il y a un CD qui est en préparation. Voilà. Et tu continues? Oui, je continue, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas du tout de séparation entre la poésie et la chanson. Évidemment, ce sont deux pratiques totalement différentes. Bon, elles se relient, par exemple, chez moi, elles se relient parce que mes chansons sont des chansons à texte. Parfois, j'ai pris des poèmes qui me touchaient particulièrement, que je voulais partager plus et qui rimaient plus parce que j'ai tendance à je n'utilise pas la rime. Et donc j'ai travaillé des poèmes comme par exemple Rêve de pays que je vais chanter, qui était à l'origine un poème. Je vous parle, comment dirais-je, de silence en cette langue, de mémoire et d'absence. Frère de combat que le vieil ordre insulte puis encense. Donc ça, à l'origine, c'était un poème que j'ai continué en chanson. Et donc souvent, c'est plutôt pendant que je joue de la guitare que j'écris une chanson. C'est-à-dire, j'écris pas un texte et ensuite je le mets en musique. Ça se fait dans le même mouvement. Il peut y avoir des fois une mélodie, un air qui me travaille, qui me traverse pendant des jours, des semaines, des fois même plus, et qui un jour trouve son texte. Et à ce moment-là, j'écris une chanson et donc je la continue en adaptant aussi la musique au texte. Donc c'est un travail dans les deux sens, un peu dialectique, comme diraient les philosophes. Et quand tu écris une chanson, tu fais attention à quoi, en fait? Plus qu'un poème. Mais c'est aussi poétique, c'est aussi un type de poème, mais... C'est d'abord une émotion, un sentiment, mais aussi un message. Pour moi, c'est très important. Le poème, la chanson, c'est un partage, c'est un lien avec les autres. J'écris très rarement des poèmes sur moi, très rarement. Bon, ça part de moi, mais c'est toujours avec les autres. Je dirais pas seulement pour les autres, mais avec les autres, parce que je sens toujours en relation avec la communauté humaine, avec mon peuple, avec les peuples à travers le monde, les gens qui souffrent. Et donc pour moi, écrire une chanson, c'est une traversée, c'est aussi un lien et c'est un partage avec les autres. Par exemple, pendant de nombreuses années, j'avais écrit des chansons sur la situation en Algérie pendant la guerre civile, des chansons aussi politiques contre le système, contre le régime en place, qui m'ont causé des problèmes quand j'étais là-bas, parce que je les chantais aussi en public, à l'université d'abord et ensuite dans des lieux publics, dans des manifs aussi. Et puis après, une fois que j'ai quitté l'Algérie, je me suis encore plus ouvert au chant universel, au chant universel, c'est-à-dire la situation des gens à travers le monde, d'où la chanson Le Mur, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a jamais autant construit de murs qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de murs que du temps de la muraille de Chine, partout. Je parle du mur de Schengen, parce que c'est un mur qui n'est pas physique, mais qui est réel. Il y a eu le mur de Berlin, il y a le mur en Palestine, Israël. Et il y a des murs aux États-Unis, entre le Mexique et le Texas. Et un peu partout dans le monde, malheureusement. Donc ça m'interpelle profondément.
Et j'avais envie d'en faire quelque chose. Aussi parler des gens qui aujourd'hui sont condamnés à l'exode. C'est pas un exil, c'est vraiment l'exode, des réfugiés, des gens qui fuient la guerre partout, des gens qui meurent en Méditerranée parce qu'ils tentent par tous les moyens possibles de se sauver et de aussi trouver un avenir meilleur. Et c'est un phénomène que c'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues, les anthropologues, que nous allons vivre de plus en plus. Par exemple, j'ai lu récemment que depuis à peu près 30 ans, il y a plus de 3 fois plus de gens qui sont devenus des migrants. Et la tendance s'accélère. Donc ça, c'est un texte autour de ça. Mais il y a des textes aussi plus personnels, des textes plus intérieurs. Merci beaucoup, Avid. Merci à toi. Je vous nomme de silence en cette langue de mémoire et l'absence, frères de combat, que le vieil ordre insulte puis encense, sœurs brisées, que livres et murs toujours trahissent en ces temps où les pères égorgent encore les filles. Orphelin à qui on a volé la terre, l'âme et la chance, nous avons délaissé la mer aux routes d'étoiles qu'habite semence. Pourquoi nous faut-il payer le prix d'ultime conscience? Qu'est-il devenu ce rêve d'un pays marié à l'enfance? Voyageurs du désert, nomades d'aube, parfumés l'errance, aucun ange n'a parlé, langage autre que souffle en partance. Je vous engage donc à pèlerinage de notre engeance, avant que feu ne brûle ce qui reste de parlance. Cette chanson s'appelle Le Mur. La première, c'était Rêve de pays. Le mur. J'ai grandi au village, j'ai travaillé en ville, survécu au naufrage et béni d'exil. J'ai gravi la montagne et semé dans la plaine, échappé au bagne, une femme m'a dit je t'aime, mais jamais, jamais, j'ai pu traverser le mur de la haine.
mes parents, oublié mes amis. J'ai cassé mes dents de pays en pays. J'ai pleuré mes enfants, rêvé la vie de laine. Et j'ai suivi le vent que la misère sème. Mais jamais, jamais je n'ai pu traverser le mur de la haine. J'ai souffert au sud, pleuré au nord, maudit la solitude de port en port. J'ai épousé la terre et insulté le ciel, parfois vaincu la mer, dit mère le soleil. Mais jamais, jamais je n'ai pu traverser le mur de la haine. J'ai servi des marchands, des suivis des saints, acheté des chansons et vécu de rien. J'ai connu la guerre, l'horreur qu'elle amène, pardonné à mes frères et ravalé ma peine. Mais jamais, jamais je n'ai pu traverser le mur de la haine. J'ai atteint les sommets et touché les fonds, trinqué avec les riches et les mendiants, oublié mes prières et brisé mes chaînes pour retrouver Dieu dans la parole humaine. Mais jamais, jamais je n'ai pu traverser le mur de la haine. Enfin j'ai fait la route de la Mecque à Jérusalem, des murailles de Chine, d'Amérique et de Schengen. Partout il y a des murs, là où je vais, entre les gens et même les papiers. Et jamais, jamais je n'ai pu traverser le mur de la haine. Jamais, jamais je n'ai pu traverser le mur de la haine. Cendre. Plus de larmes pour pleurer, la poésie ne rien dire. Je prends mes armes où je vais, ne pouvant même plus souffrir. Avec nos corps qui s'éteignent sur la terre stérile, le soleil qui brûle fait triste figure, la cendre épouse les yeux de la ville, et les ronces dessinent des fleurs sur nos visages. De chansons à chanter, le verbe se taire. Je traîne
et faire sur le pavé le silence entre les lèvres. Ils des formes bizarres envahissent le ciel et la pluie bâtarde étouffe les plus belles. Il n'y a plus de chant sous nos étoiles. Pourquoi cacher le sang sous nos voiles? Même le souvenir d'un instant, il n'y a plus d'avenir dans la danse folle du présent. De frêles oiseaux crient à perdre la raison, les râles des corbeaux souillent nos maisons, le parfum de la tombe, l'air et la nuit. Je voudrais mourir si j'en avais le temps. Je suis venu ce soir vous offrir ma voix, le simple miroir qui a froid en passant le flambeau. Laissez-moi. L'hymne de la mariée, chanson pour dénoncer les mariages arrangés. Comme elle est belle, comme elle est jolie, dans sa robe blanche, ses bijoux de prix. Ma jeune fille, demain se marie, tant pis si elle n'a jamais vu son mari. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, ce sera une bouche en moins de nourrir, un poids écarté, presque un souvenir, on aura un peu de place, on pourra respirer, plus que le jument de la surveiller. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la famille, les voisins,
d'un toit. Tout comme sa mère, ce sera pas le paradis, ce sera pas l'enfer, mais c'est notre tradition, et c'est notre loi, celle de nos ancêtres et de notre foi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ça sera toujours ainsi, toujours comme ça, c'est les garçons et les filles. Je suis